Madame Isa Yasenza, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Alors, on vous a connu d'abord au CSS, puis ensuite au Centre jeunesse de Montréal, comme étant la personne, disons, de référence dans le dossier interculturel. Ça a commencé comment? Vous êtes arrivé comment, où, quand, de quelle façon au CSS? Mais le mot interculturel, je dois vous dire, il est apparu seulement dans les années 80. Qu'est-ce qu'on disait avant? Avant, c'était, je ne sais pas, on ne disait pas vraiment de mots comme tel. On avait plus une préoccupation de rejoindre certaines communautés. Dans mon cas, c'était, quand j'étais embauchée en 1976, c'était de vouloir rejoindre certaines communautés, les grandes communautés de Montréal, et moi, c'était la communauté italienne. Donc, on m'avait embauchée pour rejoindre et créer des liens avec cette communauté-là qui était importante, l'est encore, mais était très importante à l'époque, plus importante encore, et de créer des liens pour que les services sociaux puissent être accessibles aux familles de cette communauté-là. On est au début du CSSMM. On sait que le CSSMM est une... on y trouve là, un ensemble d'organisations qui existaient auparavant. Alors, qu'est-ce qui existait? Est-ce que vous savez qu'est-ce qui existait avant d'arriver donc à la création du CSS à ce niveau-là? Est-ce que la communauté italienne avait une organisation sociale à elle? Non, il n'y avait pas vraiment d'organisation parce que les organisations qui ont été regroupées au CSSMM étaient surtout des organismes issus de groupes religieux et d'agences de toutes sortes qui se sont regroupés pour donner des services sociaux aux jeunes, aux familles, aux personnes handicapées, aux personnes âgées même, et aux voyageurs et aux immigrants aussi. Un service spécifique qui était connu sous le nom de SAVI. La communauté italienne, à l'époque, allait encore voir le prêtre, hein, le curé pour ses difficultés au niveau familial. Il y avait aussi un organisme qui venait de se créer, qui était laïque, qui était service communautaire italo-canadien à l'époque, qui était aussi relativement nouveau, début des années 70, où c'est presque en même temps que la création du CSS, un éveil de vouloir laïciser les services sociaux aux familles pour faire cette distinction entre le religieux et le laïque. Alors, c'était à peu près en même temps que les deux ont été créés. Sauf que les Italiens de l'époque n'allaient ni un ni l'autre. Alors, quand vous êtes engagé au CSS, c'est dans une succursale, c'est encore le temps des succursales? Oui, c'était le temps de développement. Le CSS venait d'être créé et de déployer ses services sur l'île de Montréal et même à Laval. C'était Montréal et Laval à l'époque. Et les dirigeants, à ce moment-là, c'était sous le leadership du directeur général, M. Roger Prudhomme, qui ont décidé d'ouvrir une succursale à Saint-Léonard, donc la succursale Jarry, située en plein cœur de la nouvelle communauté italienne, parce que Saint-Léonard venait de se bâtir, donc il y avait plein de familles qui venaient des quartiers centraux, donc soit de la Petite Italie, du Saint-Michel, plus le centre de Montréal, vers l'est, vers Saint-Léonard. Donc cette décision même de créer une succursale au cœur de cette nouvelle communauté qui s'est installée, pas une nouvelle communauté, mais une communauté qui s'est installée nouvellement dans ce territoire, était fort significatif. Vous allez nous parler du contexte un peu et de ce quartier, et surtout dans cette époque-là, parce que les plus vieux se souviennent un peu de Saint-Léonard, les batailles linguistiques. Tout à fait. Alors, tout à fait. Dans les débuts, nous situer un petit peu là-dedans. Début et milieu des années 70,
ont connu une tension politique et sociale très importante entre la communauté italienne et le gouvernement du Québec, qui à ce moment-là, sous le leadership de Robert Bourassa, avait passé des lois pour pas forcer, mais pour coerciser d'une certaine façon les enfants de ces immigrants-là à fréquenter l'école française. Traditionnellement, la communauté était plus anglicisée, est allée à l'école anglaise. Moi, j'en suis typiquement un exemple de ça. Où, quand je suis arrivée, mes parents ne se posaient pas la question. C'était à l'époque du libre-choix. On avait début des années 60, il n'y avait même pas de ministère d'éducation à l'époque, puis il n'y avait pas de... Ces questions-là, c'était avant la Révolution tranquille, c'était avant la prise de conscience des francophones, de l'importance linguistique. Donc, les immigrants, naturellement, moi, mes parents sont allés, puis m'ont inscrit, on est arrivé à Saint-Michel, on était à Saint-Michel, puis ils m'ont inscrit en première année. J'arrivais, là, j'avais 5 ans, puis ils sont allés à l'école. Ils m'ont inscrit à l'école anglaise tout naturellement. Donc, ça s'est poursuivi. Mon éducation s'est poursuivie. Moi, quand les tensions linguistiques ont apparu, j'étais déjà au cégep et à l'université. Donc, j'étais pas touchée par ça, mais ce moment-là, les familles avec des enfants qui voulaient continuer cette tradition, parce que les aînés, puis les familles allaient à l'école anglophone, revendiquaient le droit de pouvoir poursuivre et inscrire leurs enfants à l'école anglaise. Donc, à Saint-Léonard, littéralement, c'est vrai qu'il y a eu des batailles dans la rue. Les gens sont sortis. Je me souviens, il y avait des leaders italiens qui ont émergé pour mener cette bataille-là contre le gouvernement Bourassa. C'est la loi 22, je crois, c'est ça, la loi 22. C'était pas le Bill 22. Ah oui, peut-être la loi 22 ou le Bill 22. 63, et puis, là, on va s'épargner sur les détails, mais littéralement, je me souviens, j'avais participé à des rallyes dans les sous-sols d'églises de gens plein à craquer, là. C'était même jusqu'aux portes dehors, parce que les gens, ils tenaient vraiment beaucoup. C'était vraiment mobilisé sur cette question qui, en plus, après, ça s'est réglé avec la loi 101, mais ça, c'était l'avant 101, beaucoup de tensions. Alors, la succursale Jarry, pour revenir à notre sujet, vient de s'installer en 75 au plein cœur de territorial et de débat. Avant de parler un peu peut-être des relations à ce moment-là de cette succursale avec la communauté italienne de Saint-Léonard, vous-même, comme nouvel employé, comme quelqu'un qui est engagé pour justement faire le lien avec la communauté, comment vous vous êtes perçu, comment vous êtes accueilli? Parce que ça fait aussi partie de l'époque. Oui. Bien, je peux parler de un peu mon vécu. J'étais fraîchement sortie de l'Université McGill, j'avais 22 ans. Et j'ai passé une entrevue. Mon français n'était pas vraiment excellent. J'avais un français, mais pas très bon. Le français appris à l'école et dans la rue, parce que j'avais quand même beaucoup d'amis dans la rue de francophones. Et l'entrevue, je dois dire qu'il y avait une volonté d'engager quelqu'un d'origine italienne pour pouvoir faire les liens puis s'ouvrir à la communauté. La succursale voulait s'ouvrir à la communauté, donc ils ont compris que ça prenait quelqu'un qui pourrait percer la communauté et amener les familles à venir chercher les services, parce que c'était ça le but, on voulait rendre les services accessibles. Mais c'est sûr que lors de l'entrevue d'embauche, avec un peu comme j'ai dit, mon français n'était pas parfait, et que j'étais aussi anglophone, certains membres du comité de sélection ont émis de sérieux doutes quant à ma capacité de m'intégrer dans un milieu francophone. Et ceci a été écrit dans le rapport de sélection que j'ai eu quelques années plus tard. Évidemment, je pense que, j'ai travaillé 37 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux. Vous avez fini par vous intégrer. je pense que j'ai pas eu de difficulté à m'intégrer
Par ailleurs, c'est sûr qu'à la succursale Jarry, quand je suis arrivée, on m'a embauchée et je suis arrivée, c'est un milieu très francophone, évidemment, c'était normal, là, et beaucoup des collègues, ça, j'en ai jamais parlé, mais je vais en parler ce matin, me posaient la question pourquoi je venais travailler là et pourquoi je n'allais simplement pas du côté anglophone et pourquoi j'allais travailler là. Et me demandait aussi souvent, et j'ai dû raconter mon histoire à tous et à chacun individuellement, pourquoi j'avais été à l'école anglaise, par exemple. J'ai fini par dire, écoutez, moi, c'est pas ma faute que j'étais à l'école. C'est mes parents qui m'ont inscrit, puis moi, je savais pas, là. C'est le contexte socio-politique. J'ai pas une faute, donc arrêtez de me... Puis il y avait aussi l'époque, il faut dire, à part les tensions linguistiques, c'était aussi... début de nationalisme, indépendantisme, la création du Parti québécois. Donc, les personnes commençaient à s'afficher indépendantistes et même péquistes. Alors, voulaient savoir dans quel camp je me situais. Alors, c'est sûr que moi, je me situais dans aucun camp. Je trouvais que c'était pas la place pour ça. Moi, j'étais embauchée, j'avais un mandat. Le mandat était clairement de rendre les services plus accessibles à une communauté qui vivait des difficultés comme toutes les communautés, comme toutes les familles. Les familles, la violence à l'égard des enfants, la violence conjugale, la dépression. On avait aussi des mandats pour les personnes âgées, personnes handicapées. Donc, toutes ces problématiques-là étaient vécues par les familles et c'est ça qui m'intéressait. C'était pas de me situer dans un camp, mais au niveau interpersonnel et intercollègues, c'est sûr qu'il y avait ça à défendre ma place. Mais je veux juste dire que le directeur de l'époque, Guy Drudy, M. Drudy était très clair dans les orientations de la succursale, soutenu par la direction aussi du CSS. Donc, il n'a pas seulement il voulait pas seulement ouvrir à la communauté italienne, aussi à la communauté haïtienne à l'époque, qui commençait à arriver. Il y avait beaucoup, donc il a aussi embauché des personnes d'origine haïtienne qui avaient un mandat similaire au mien, créer des liens avec la communauté haïtienne, des liens avec des organismes qui venaient de s'organiser, de se mettre en place. Alors, il était très soutenant, je dois dire. Il était très soutenant pour qu'on maintienne notre cap, notre orientation, à dire oui, on va percer dans ces communautés-là. Ce défi d'intégration, d'abord pour vous, dans une équipe de travail comme ça, il se présente comment ensuite, là, dans votre travail, versus la communauté? Ce pourquoi là, vous êtes là? Est-ce que ça a été long, difficile à faire accepter ce service-là dans la communauté de Saint-Léonard? Oui. Ouais. Oui, c'est sûr, parce que la méfiance des services gouvernementaux était toujours là, c'est-à-dire de comprendre que des professionnels avec des universitaires, des titres d'emploi allaient s'émincer dans les affaires de la famille. Il faut comprendre que la famille, dans la culture italienne et comme dans beaucoup d'autres cultures aussi, la famille est une entité très importante. Et quand on parle de famille, on ne parle pas juste de la mère et des enfants, la mère, le père et les enfants, la famille nucléaire, mais on parle aussi de la famille et la famille élargie, qui comprend les oncles, les tantes, les grands-parents, qui comprend aussi les membres des personnes qui viennent du même village, parce que la communauté italienne était à l'époque organisée beaucoup autour de ça. Donc même les gens, pour utiliser le mot, mais tu sais, la marraine, puis le parrain, puis c'est des gens du même village qui viennent soutenir la famille en temps de difficulté. Donc, on ne va pas vers des gens qu'on ne connaît pas pour leur raconter que, je ne sais pas, on a des difficultés avec notre enfant. On essaye de résoudre ça en famille, dans la communauté.
Alors, cette idée d'aller vers des étrangers, ben, je peux pas dire qu'on a eu un grand succès pour ça. Un accueil enthousiaste. Par ailleurs, je pense qu'on a fait d'autres choses. Moi, comme organisatrice communautaire, ben, mon mandat, c'était aussi de soutenir la communauté. Et le travail que j'ai fait, surtout, on a accompli ensemble, je ne l'ai pas fait toute seule, mais en équipe, avec le support beaucoup de M. Drudy, c'était de soutenir la création d'organismes de la communauté pour que les familles iraient vers ces associations-là. Donc, on a mis sur pied, par exemple, une association d'aide aux personnes âgées de Rivière-des-Prairies. J'ai travaillé avec le CLSC Rivière-des-Prairies parce qu'à ce moment-là, on avait un grand territoire et on travaillait beaucoup aussi avec les services, les CLSC. Donc, on a mis sur pied une association d'aide aux personnes âgées de Rivière-des-Prairies qui est devenue un genre d'association d'aide et d'entraide de personnes d'origine italienne pour briser l'isolement des personnes âgées italiennes. On a fait une étude, puis on a travaillé beaucoup avec la base pour créer cette association d'entraide. On a aussi mis sur pied une autre association à Saint-Michel de ce même genre pour des femmes. C'est l'Association féminine de Saint-Michel, où des femmes d'une cinquantaine d'années ont fait un outreach aux personnes âgées, aux femmes âgées qui étaient très isolées à Saint-Michel. On a créé cette association aussi d'aide et d'entraide. Moi, mon travail était de soutenir ces associations-là, qui sont encore vivants aujourd'hui et qui ont fait, je pense qu'à travers la création de ces associations, le soutien qu'on apportait à la création de ces associations-là, ont fait en sorte que les personnes se sont dirigées vers ces associations-là. Une stratégie de partenariat avec des organismes, plutôt que d'essayer absolument de... Je pense que notre succès, puis si on devrait faire le bilan de ce qu'on a fait dans ces années-là, c'était beaucoup cela. Cette stratégie-là. Puis la communauté haïtienne, c'était la même chose. On était présents lors de la création de la Maison d'Haïti. Il y a des collègues qui étaient présents lors de la création du bureau de la communauté chrétienne haïtienne. Des collègues étaient aussi présents et donnaient un fort coup de main pour, même si c'était des initiatives de base, mais comme organisateur communautaire, on était présents pour leur donner un coup de main au niveau de la structure. Alors moi, j'ai fait beaucoup de démarches pour les chartes, j'ai rédigé des règlements, j'ai dirigé des assemblées. Ça fait partie du partenariat. Ben c'est ça. Alors on a fait ce travail-là. Je ne veux pas vous bousculer, mais comme le temps file vite, vous m'avez ouvert un peu la porte en disant que, bon, déjà, il y a une autre communauté, la communauté haïtienne, donc, où le travail se fait de cette façon-là. Comment comment se développe, donc, le travail avec les diverses communautés au CSSMM? Parce que là, on passe à une autre étape, j'imagine, après. On part d'une centration sur des communautés désignées. Puis après ça, comment on arrive là, à une conception du travail en interculturel? Oui, l'interculturel est arrivé dans les années 80 parce que c'est sûr que le travail ou l'approche qu'on disait ethno-spécifique vers une communauté, c'est la réalité d'une époque. Mais la diversification de l'immigration que nous avons vue dans les années 80, puis ça s'est accéléré beaucoup plus dans les années 90, où les immigrants proviennent de partout du monde, hein, du Moyen-Orient, du Nord-Afrique, Afrique, Asie, la Chine. Bon, toute cette diversification des communautés qui arrivaient à Montréal, les services sociaux, mais évidemment les services de santé aussi, il n'y avait plus la même approche parce que, les communautés n'étaient pas nécessairement organisées sur des bases d'appartenance culturelle, n'avaient pas des bases historiques non plus comme les vieilles communautés pouvaient avoir au niveau de structure. Donc, les services étaient devant une nouvelle réalité, la réalité de cette diversification, et l'approche a évolué pour que ce soit les politiques gouvernementales aussi, mais je parle aussi du milieu, le milieu de la pratique.
disait que ben, là, on se dirigeait vers une approche beaucoup plus interculturelle. L'approche interculturelle sous-entend une ouverture à la diversité, donc plus une relation entre professionnels et bénéficiaires qui est basée sur le respect, sur l'ouverture à l'autre et une relation mutuelle d'ouverture. Donc, le terme interculturel, qui veut inter, c'est entre. Hein? Avec, j'imagine, un minimum de connaissances nécessaires aussi pour ceux qui interviennent. Tout à fait, un minimum. Puis la connaissance commence aussi dans l'approche interculturelle qu'on apprenait au CSS, qu'on commençait là, à faire dans la fin des années 80 et qu'on a développé au Centre jeunesse de Montréal, cette approche de dire on se connaît d'abord aussi, on doit se connaître, qu'on on est tous porteurs d'une culture, on est tous porteurs aussi de préjugés, hein, de préjugés, être conscient que nous avons des préjugés, chacun de nous, de travailler sur ces préjugés-là pour pouvoir rencontrer l'autre dans ce qu'il est. Avoir cette relation, cette rencontre interculturelle basée sur... c'est un peu une approche humaniste aussi, hein, et qui, oui, met la culture au cœur, mais reconnaît aussi tous des points communs de l'humain, hein, des points communs, donc son genre, sa religion, tenir compte de sa religion, ses émotions et un peu tout ce qui nous réunit comme êtres humains. Enfin, on est tous des êtres humains et la coquille des autres facettes de qui on est, bien là, il faut juste être conscient de c'est quoi. Voilà. Le Centre jeunesse de Montréal va hériter de votre expérience, de vos connaissances et de ce qui a été mis en place au CSS, mais avant qu'on parle de votre rôle à ce moment-là au Centre jeunesse de Montréal, il y a un petit passage. Vous quittez le CSS, puis vous passez par le ministère. Pendant 6 ans, le ministère de la Santé et des Services sociaux, à ce moment-là, suite à un rapport qui a été publié, c'était le rapport Syros, sous la direction du député Christos Syros. Il avait réuni un groupe de travail, et ce groupe de travail avait recommencé. Sa recommandation principale, c'était de créer un bureau au sein du ministère même, au bureau du sous-ministre en titre, pour veiller à la question de l'accessibilité dans tout le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, ce bureau a été créé en 1988 et j'étais titulaire, j'étais coordonnatrice de ce bureau-là pendant 6 ans. Et son rôle était justement ça, là, produire un plan d'action pour l'ensemble du réseau et de toutes les régions les plus importantes au Québec qui accueillaient les immigrants ou qui comptaient un nombre important. Donc avec 5 grandes régions, Québec, Montréal, l'Estrie, Laval et l'Outaouais aussi. Donc, ces régions-là faisaient objet Qui accueillaient le plus grand nombre qui accueillaient les immigrants et qui comptaient aussi un nombre d'immigrants important et de la diversité, parce qu'on parle aussi de la diversité, c'est pas juste les gens qui arrivent, mais aussi ceux qui sont là depuis longtemps. Donc, on a fait une série de mesures, et dont même la formation interculturelle qui venait du ministère, et on a créé, je pense, ce qui est le plus important là, de cette époque, c'est on a mis sur pied, on a facilité la création des banques d'interprètes dans ces régions-là. Donc, la naissance de la Banque d'interprètes de Montréal. Et ça fait quoi, une banque d'interprètes? La Banque d'interprètes, c'est pour la région. La Banque d'interprètes, c'est pour, justement, dans la diversification de l'immigration, tu as la multitude des langues. Donc, si on dit qu'il y a une centaine de langues à Montréal qui sont parlées par nos clients, c'est sûr qu'on pouvait plus, on n'était plus dans embaucher les personnes qui parlent les langues. C'était plus ça, c'est impossible là, qu'on puisse avoir du personnel à toutes les étapes de l'accueil, à la prise en charge et tout, qui parlent 100 langues. La banque d'interprètes, elles viennent cumuler, elles viennent supporter la communication linguistique entre
celui qui donne le service et celui qui reçoit le service. Donc, l'interprète est le moyen, la personne présente, le courroie, qui permet que la communication, parce que les services passent par la parole, les services passent par la communication. Donc, du moment où les gens ne parlent ni français ni anglais, ou le parlent plus ou moins selon le type de service, bien évidemment, même les nuances et les détails sont super importants pour rendre un bon service. Surtout dans ce type d'intervention-là. Si on parle de la qualité du service, on doit parler de la qualité de la communication. Et l'interprète formé, sélectionné, formé à ce rôle, et le praticien qui offre des services ayant une habileté aussi à travailler avec l'interprète, peut être très efficace et peut donner un excellent service. Donc, la qualité des services étant très importante, le passage par l'interprète devenait un incontournable. Alors, aujourd'hui aussi, on a des interprètes professionnels. La banque existe depuis longtemps à Montréal. Et en région aussi, on retrouve l'interprétation. Je vous bouscule et m'en excuse, mais il faut qu'on parle un peu de votre rôle, beaucoup de votre rôle au Centre jeunesse de Montréal. Alors, toute cette expérience-là que vous avez acquise au CSSMM, ensuite de ça au ministère, on va vous chercher à la création du Centre jeunesse de Montréal. Là, on crée un poste justement pour continuer à faire vivre ce dossier interculturel-là. Alors, qu'est-ce que... À la création, c'est ça, du Centre jeunesse de Montréal. Alors, c'est quoi l'héritage? Qu'est-ce qu'on met en place? C'était M. Luc Malo qui était nommé directeur général du Centre jeunesse de Montréal. Qui était précédemment le dernier directeur général du CSS. Du CSS. Alors, ce lien est important parce que je pense que c'était la volonté de M. Malo de vouloir continuer un peu les travaux puis l'héritage du CSS dans le centre jeunesse. Donc, lui, il a voulu vraiment qu'on continue, qu'il n'y a pas de brisure et qu'on commence à aussi un peu d'expertise, mais dans un nouveau contexte et tout à bâtir, évidemment, avec les 12, 13 établissements qui venaient de se créer ensemble. Créer ce poste de conseillère à la direction, aux communautés culturelles. Mais à la direction des services professionnels. Alors, je suis arrivée, on m'a nommée à ce poste pour justement recommencer le travail dans ce nouvel établissement. Et ce qu'on a fait, une des premières actions avec M. Malo, en 95, je suis arrivée à 94, 95, c'était de mettre sur pied un comité consultatif aux communautés culturelles. Et là, c'était tous les représentants des différents services sous ma direction pour qu'on regarde où est-ce qu'on en était par rapport aux services avec un mandat maintenant de protection et de réadaptation ensemble. Quelles étaient les actions les plus importantes à développer, faire le portrait, faire un portrait des besoins, identifier les secteurs où il fallait intervenir le plus rapidement possible. Évidemment, avec l'importance de l'immigration pendant toutes ces dernières décennies-là, là, on arrive dans un contexte où, entre autres, la clientèle, évidemment, provient de multiples communautés. Avec beaucoup de réfugiés. On est avec beaucoup de réfugiés, ça. Donc, l'établissement et ses employés sont nécessairement plus sensibles à ces réalités-là. Plus sensibles, mais qui ont besoin d'outils. Qui ont besoin d'aide, de support. Qui ont besoin de soutien. Et je pense que toutes les actions qu'on a développées, c'était dans ce sens-là. De soutenir le personnel, de soutenir, d'encourager, utiliser l'interprète, parce que c'est pas acquis. C'est pas un professionnel, il n'est pas habitué à travailler avec un interprète. Il n'est pas habitué non plus à faire des liens avec les communautés, de comprendre la personne dans son contexte. Et tout ça, on travaille beaucoup pour soutenir au maximum. Et c'est pour ça que ce poste-là était à la direction des services professionnels, parce qu'on voyait ça sous la loupe de la qualité des services. Il fallait qu'on assure une qualité des services. Donc, comment assurer la qualité des services devant cette diversité-là était toujours notre question.
Vous avez contribué beaucoup aussi, évidemment, à des plans de développement, à de la formation pour sensibiliser d'abord et aider dans l'intervention les intervenants, les éducateurs, travailleurs sociaux. Tout à fait, oui. D'accord. Qu'est-ce que vous retenez le plus dans votre carrière? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus ou qu'est-ce qui vous satisfait le plus à travers cette histoire-là? Bien, je ne peux pas dire qu'il y a un événement qui m'a marqué. C'est plus, quand je regarde, c'est l'évolution. Hein? Quand on voit une évolution de où on est parti et jusqu'à notre... Bien, je ne pense pas qu'on soit arrivé, là. On n'est jamais arrivé. On n'est pas arrivé, puis c'est un travail qui ne termine pas, mais c'est sûr que quand le Centre jeunesse, j'ai eu le privilège de faire des travaux puis de mener une vaste consultation à l'interne en 2009, quand on a adopté une politique sur la diversité. C'est sûr que c'était un des premiers établissements qui adoptait une politique de ce genre. Qu'est-ce que ça vient faire dans la pratique? Bien, dans la pratique, comment on la retrouve, cette politique-là? Bien, on la retrouve pas, peut-être pas immédiatement dans la pratique, mais la politique sur la diversité du Centre jeunesse de Montréal est venue enchasser tout ce qu'on avait fait. Par exemple, elle est venue dire d'abord que le comité consultatif, qui maintenant compte aussi des organismes du milieu qui conseillent et donne avis et conseils au directeur général sur toutes les questions de la diversité, est venu être enchâssé dans une politique, que aussi l'utilisation de l'interprète n'est plus au bon vouloir de si ça me tente ou si ça me tente pas, là, mais de dire que la communication est au cœur de nos services, d'affirmer aussi une volonté de dire on n'accepte pas des attitudes qui sont teintées de racisme, par exemple, des attitudes, des comportements, que la direction intervient dans ces situations-là et prend position à zéro tolérance pour toute situation. Et ça peut être même entre employés. Là, on a parlé beaucoup des services, mais il y a aussi des enjeux interculturels au sein du personnel, parce qu'avec l'embauche de personnes provenant de différentes origines, c'est sûr qu'à l'interne va se retrouver des dynamiques qu'on va retrouver aussi dans les communautés. Une dernière question peut-être là-dessus, portant là-dessus justement. Bon, la population, elle change, évidemment, considérable. La population montréalaise change dans toutes ces dernières décennies-là. L'immigration est extrêmement importante, ça compose donc un pourcentage important. Nécessairement, notre clientèle se transforme aussi. Oui. On accueille donc des jeunes de multiples horizons. Le personnel, est-ce qu'on voit la même représentation chez le personnel ou il y a encore un bout de chemin à faire? Je dois dire que ça, c'est un des dossiers auxquels on a évolué lentement. Il y a eu beaucoup de représentations que le comité consultatif, par exemple, a fait pour sensibiliser l'établissement. Il y a la loi sur l'accès à l'égalité aussi qui est mise en place. On est assujetti à cette loi, l'accès à l'égalité. Des dernières années, on a suivi l'évolution de la composition du personnel du Centre jeunesse de Montréal et on voit une évolution depuis 5 ans, une évolution vers une diversification aussi du personnel. Que ce soit lentement, représentatif. Oui, lentement et sûrement. Cette représentation s'installe, se fait sentir au sein de l'organisation. Madame Yasenza, c'était fort intéressant. Je vous remercie encore pour cet entretien. Merci. À vous.